Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de votre journal de 22h. Voici les principaux titres. Le Premier ministre entame une tournée dans les 5 régions de l'intérieur et a débuté par la région d'Ali Sabir. Et le parti Labour donc pousse à sortir de l'ambiguïté sur le Brexit en Grande-Bretagne. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Et nous entamons ce journal par ce message de félicitations du président de la République aux gardiens des 2 lieux saints. Le chef de l'État, donc Ismaël Omar Guelleh, a adressé hier un message de félicitations aux gardiens des 2 lieux saints de l'islam et roi du royaume d'Arabie Saoudite, Sa Majesté Salman ibn Abdulaziz Al Saoud, dont le pays célébrait donc l'anniversaire de sa fête nationale. Dans son message, le président de la République a souhaité santé et bonheur aux gardiens des 2 lieux saints et davantage de prospérité et d'épanouissement au peuple frère et ami du royaume d'Arabie Saoudite. Le président Guelleh a également salué l'engagement dont fait constamment preuve la nation sœur et amie d'Arabie pour contribuer au renforcement de la stabilité dans la région. Un message similaire a été aussi envoyé au prince héritier du trône, son Altesse royale Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saoud. A noter enfin que le président de la République a adressé un autre message de félicitations au président malien Ibrahim Boubacar Keïta à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Message également, cette fois-ci, de condoléances du président de la République à son homologue tanzanien. Le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a adressé aujourd'hui donc un message de condoléances à son homologue tanzanien, John Magufuli, suite au récent naufrage meurtrier qui a causé le décès de plus de 200 personnes dans ce pays. Dans son message, le président Guelleh a exprimé sa solidarité et compassion à la nation sœur et amie tanzanienne. Le gouvernement et le peuple de Djibouti se joignent à moi pour témoigner leur sympathie au peuple frère tanzanien dans l'épreuve terrible de cette tragédie, a écrit le président de la République, qui a demandé dans son message que ses sincères condoléances soient étendues aux familles, aux proches et amis des victimes de ce drame, ainsi qu'à l'ensemble des citoyens tanzaniens. Dans l'actualité également, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a entamé donc aujourd'hui une vaste tournée dans les régions de l'intérieur. Abdelkader Kamel s'est rendu donc ce matin dans la ville d'Ali Sabir, première étape de cette tournée à la tête d'une forte délégation composée de 5 ministres, dont le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar, le ministre du Budget, Bodé Ahmed Roblé, 2 ministres issus de la région d'Ali Sabir, à savoir le ministre du Travail, de la Réforme de l'Administration, Hassan Idriss Samrié, et le ministre de la Communication, chargé des Postes et Télécommunications, Abdi Youssouf Sougué, le ministre délégué également à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, ainsi que le secrétaire général de la primature, Naguib Abdallah Kamil, accompagné le Premier ministre dans ce déplacement. À Ali Sabir, c'est le vice-président de l'Assemblée nationale et doyen de la région, Elmi Absi Waïs, préfet Mohamed Ouabri, et le président du conseil régional, Omar Ahmed, ainsi que des parlementaires de la région qui ont accueilli la délégation conduite par le Premier ministre, et ainsi qu'une foule enthousiaste venue d'Ali Adé, Assamo et des localités environnantes. Pour rappel, la politique du président de la République de rapprocher les administrations et les services de l'État dans les régions s'est concrétisée avec la mise en place en 2016 d'un ministère délégué auprès du ministre de l'Intérieur chargé de la décentralisation. 2 ans après la mise en place de ce ministère de la décentralisation, chapeauté par Hamadou Mohamed Aramis, cette tournée a pour objectif donc de mettre tous les participants à niveau quant aux avancées de la décentralisation, aux difficultés rencontrées, l'accélération, le cas échéant du processus de déconcentration des services publics, la clarification du pouvoir et des compétences entre les représentants de l'État et les élus régionaux. Écoutons pour plus de précision le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed qui était à la tête de cette importante délégation ministérielle. C'est notre première étape. Nous sommes venus ici pour s'enquérir surtout de la région d'Ali Sabir. Il y a eu pas mal de réalisations. Ces réalisations sont palpables, on les voit, mais aussi au niveau de la population. On voulait voir la population, on a travaillé un peu avec eux, mais aussi il y a la décentralisation. Qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait entre les transferts de compétences entre la région et la préfecture.
Donc la réunion s'est très bien passée. Donc nous allons tirer maintenant les conclusions et je pense qu'on va aller de l'avant désormais. Dans le reste de l'actualité, le ministre des Finances, de l'Économie et de l'Industrie, Ilyas Moussa Daoualé, a reçu ce matin Dr Sidi Ndao, un génie sénégalais en robotique et mécanique et ancien à l'université de Nebraska-Lincoln. Au cours de cette rencontre, Dr Sidi a parlé de l'importance de trouver des solutions aux difficultés liées à l'innovation de la technologie en Afrique, mais d'impulser chez la jeunesse le sens du dépassement de soi et aussi l'incarnation du leadership de l'intelligence artificielle. Il a l'ambition de faire aimer les sciences et technologies à la jeunesse africaine et rendre ainsi plus attractif et plus accessible l'enseignement technique, souvent décrit comme trop complexe. Sidi Ndao veut également briser le cycle des problèmes en Afrique. D'après lui, le continent a besoin d'une nouvelle génération d'ingénieurs et de scientifiques disposés à fournir des solutions adaptées aux problèmes africains. Il insiste notamment sur la nécessité de rendre les sciences techniques, ingénierie et mathématiques intéressants auprès des jeunes filles, souvent orientées dans les filières littéraires. Et durant son séjour à Djibouti, Dr Sidi Ndao va prendre part à des conférences liées à l'innovation, mais aussi à la robotique, l'innovation et l'ingénierie. Le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Abdelkader Moussa Helem, a reçu ce matin, donc dans son cabinet, Christophe Guilou, l'ambassadeur de France accrédité en République de Djibouti. En participé à cette rencontre, Marion Cochet, chargé de mission économique à l'ambassade de France à Djibouti, et Saïd Nouh, donc secrétaire général du ministère de l'Équipement et des Transports. Les discussions ont porté sur la consolidation des relations bilatérales historiques déjà existantes, et par ailleurs, il a été question de chercher les voies et moyens de renforcer les liens économiques, particulièrement dans le secteur des infrastructures. Santé à présent, le ministre de la Santé a reçu dans son cabinet aujourd'hui une mission de la Banque mondiale conduite par le représentant permanent de la Banque onusienne à Djibouti, à Toussek. En effet, plusieurs directeurs centraux et cadres du département de la santé ont pris part à cette réunion bipartite qui s'est déroulée dans le cadre de suivi et d'évaluation du portefeuille de la Banque mondiale dédié au secteur de la santé. Les deux parties ont donc examiné les différents points à l'ordre du jour. En discussion, l'objectif de ces deux réunions, c'était de parler le plan d'action de travail dans les 2 ans à venir. Donc dans ce plan d'action, il était capital de voir 2 grands projets. Le projet qui s'appelle PAPS ou FPP, qui était en cours depuis 3 ans au ministère de la Santé, qui est financé par la Banque mondiale. Donc ce projet, la Banque mondiale a apporté un appui financier supplémentaire. Dans le deuxième projet, il était question de voir le projet de la nutrition, qui est zéro retard de croissance, qui est parrainé et financé par la Banque mondiale. Et ce projet a été finalisé en termes de projet, va démarrer bientôt. Et ces 2 projets ont été discutés long et large. Et le ministère de la Santé, à travers le ministre de la Santé, Dr Jam El-Meroukiye, a bien acquis ces 2 projets et a mis en terme. En nouvelle nationale, toujours, une délégation conjointe de la préfecture de Tadjoura et du ministère de l'Agriculture a effectué ce week-end une tournée dans le secteur de Dorra à Tadjoura pour savoir si les populations locales disposent suffisamment d'eau ou si les zones de pâturage sont vertes après les dernières précipitations de l'intersaison. La majorité du bétail dans les régions nord transhume vers ce secteur en cette période et après les pluies. Les ouvrages hydrauliques mis en place fonctionnent normalement, garantissant des réserves suffisantes d'eau. C'est le cas notamment à Garabtissan, à 25 km du lac Assal, où le manque d'eau était un fléau. Des retenues d'eau d'une grande capacité ont été conçues et sont toutes pleines à la grande satisfaction des populations nomades. La plaine de Doda, entre Balhou et Dorra, est inondée mais empêche pour le moment la circulation. L'oued de Kalou, près de Dorra, est en crue. Le petit barrage construit en aval sur l'axe routier Tadjoura-Barhou remplit donc bien ses multiples fonctions dans l'acheminement du précieux liquide vers les périmètres agricoles ou les lieux utilisés pour la production de fourrage. Et grâce aux dizaines d'ouvrages hydrauliques réalisés, les populations se sentent désormais soulagées et ne craignent plus le manque d'eau. Important que ça soit retenu en citerne et là nous sommes justement le barrage sur lequel nous sommes et effectivement toutes les eaux qui se perdaient, qui s'évaporaient, maintenant sont stockées au profit de la population et du cheptel important. La plaine de Dola est une zone vraiment importante de transhumance où tu as maintenant tous les animaux de la région littorale de Tadjoura, de la montagne qui sont ici.
Donc il y a quand même de l'herbe qui pousse. Et le barrage que nous avons fait en 2012 contribue activement aussi à la reforestation de cette région, hein, et qui était sujet vraiment donc à la sécheresse. Et cette année, donc maintenant, à la différence des autres d'il y a 10 ans, nous avons vraiment des ouvrages de stockage c'est tous les bénéfices de la population de Tadjoura. Hein. L'école saoudienne de Djibouti a organisé une cérémonie à son siège à l'occasion de la fête nationale saoudienne célébrée chaque année le 23 septembre. Cette cérémonie s'est déroulée sous l'égide du chargé d'affaires de l'ambassade saoudienne à Djibouti, Al-Cheikh Al-Harani, et l'attaché religieux saoudien Al-Cheikh Abdurrabou Hakami, le directeur de l'Institut islamique saoudien à Djibouti, le directeur de l'école saoudienne, Mohamed Alian Al-Harbi, des parents d'élèves, des instituteurs et professeurs de l'école et plusieurs autres invités. Durant cette cérémonie, les élèves de l'école saoudienne ont présenté des poèmes et un exposé sur le fonctionnement et déroulement des activités à l'école. Et dans une allocution prononcée à l'occasion, un élève de l'école donc a fait des remerciements et gratitude au gouvernement saoudien et aux serviteurs des lieux saints et à l'administration de l'école saoudienne pour leurs efforts inlassables pour améliorer l'apprentissage de la langue arabe à Djibouti. Et de son côté, le directeur de l'école saoudienne à Djibouti, Mohamed Alian Al-Harbi, a prononcé un discours à l'occasion de cette cérémonie où il a souhaité la bienvenue aux différents invités. À leur tête, le chargé d'affaires de l'ambassade saoudienne à Djibouti, Ishaq Al-Harami. Il a exprimé sa satisfaction de célébrer la fête nationale du Royaume d'Arabie Saoudite dans cette école qui déploie tous les efforts pour acquérir le savoir-faire et l'expérience des étudiants de l'Arabie Saoudite et de Djibouti. Il a ajouté également que l'école saoudienne a été créée il y a 27 ans de cela et contribue d'une façon générale à promouvoir la langue arabe et la culture musulmane à Djibouti. Il a affirmé également que les bonnes relations existantes entre Djibouti et le Royaume d'Arabie Saoudite ne font que s'étendre. Sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, la Fédération djiboutienne de football a organisé hier au stade Gouled les déroulements des 2 matchs de finale masculine et féminine comptant pour la Coupe de Djibouti. Le premier match, donc, ou première finale, a opposé l'équipe féminine de l'armée nationale qui a remporté le match sur un but à 0 face à l'équipe féminine de Dugé du quartier 4. En outre, la finale masculine comptant toujours pour la Coupe de Djibouti a opposé l'équipe de l'association sportive d'Ali Sabié sponsorisée par Djibouti Télécom à l'équipe de l'université de Djibouti. Et lors de ce match, l'équipe d'Ali Sabié a remporté au tir au but. L'équipe d'Ali Sabié a remporté sa 3e coupe de Djibouti et la seconde d'affilée. Page nécrologie à présent suite au décès de feu Aden Ilmi Goddi Ghoriari survenu vendredi soir à Addis Abeba suite à une longue maladie. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, le président de l'Assemblée nationale Mohamed Ali Hamed, le ministre des communications chargé des postes et des télécommunications Abdi Youssouf Sougué, le ministre des Affaires musulmanes, de la culture et des biens Warf Moumin Hassan Barré, le ministre délégué à la décentralisation Hamadou Mohamed Aramis, l'ancien Premier ministre de l'État Mohamed Dileita, le secrétaire général de la primature Naguib Abdallah Kamil, l'ambassadeur de Djibouti en Allemagne, Aden Mohamed Dileita, les commandants de la garde républicaine et des gardes-côtes respectivement, le colonel Mohamed Jamar Douali et le colonel Waïs Omer Bogoré, adressent tous leurs sincères condoléances les plus attristées à la famille du défunt Aden Ilmi Goddi Ghoriari, tous prient le tout miséricordieux d'avoir pitié de son âme et de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et avant de clore l'actualité nationale, c'est avis donc ce soir les éléments de la police nationale du commissariat de police du Héran ont retrouvé donc cet enfant qui s'était égaré de son domicile et porté disparu depuis quelques jours. Et cet après-midi donc cet enfant a été retrouvé. Cet enfant donc Gouled Ahmed, âgé environ de 8 ans, prétend donc demeurer dans le faubourg de Balbala. Il porte, comme vous pouvez le voir, un maillot de l'équipe de Chelsea noir et gris et des sandales marron. Pour toute personne qui reconnaîtrait cet enfant, et priez donc de contacter les numéros 77 64 22 54 ou le 77 84 80 51 commissariat de police du Héran.
Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale avec Samatar Saïd. Bonsoir Samatar. Bonsoir Ahmed, bonsoir. Alors, en Tunisie, Samatar, des pluies torrentielles ont sémé chaos et mort dans le nord-est du pays. Effectivement, Ahmed, des pluies diluviennes se sont abattues sur le Cap Bon, péninsule nord-est de la Tunisie, donnant lieu à d'impressionnantes inondations qui ont fait au moins 4 morts et ont détruit routes, commerces et véhicules par dizaines, comme vous le voyez sur les images. L'eau est montée à plus de 1,70 m dans certains quartiers de Naboul, au nord-est, chef-lieu du gouvernorat, où de nombreux ponts et routes ont été endommagés. Après ces pluies, Ahmed, records qui ont fait parfois constituer l'équivalent de 6 mois de précipitations en Tunisie, le bilan est grimpé à 4 morts, 2 hommes âgés et 2 sœurs emportés par les flots, a indiqué en matinée le ministère de l'Intérieur. Des orages violents ont touché la Tunisie depuis le milieu de la semaine, entraînant des inondations, Ahmed, et des dégâts qui étaient restés uniquement matériels jusqu'à là. Et nous allons rester en Afrique, Samatar. Suite au naufrage qui a eu lieu donc sur le lac Victoria, les Tanzaniens enterrent leurs morts. Eh bien oui, Ahmed, alors que les recherches se poursuivent dans le lac Victoria, la Tanzanie a commencé à enterrer ses morts. L'enquête, elle devrait faire le tri dans les témoignages pour déterminer la cause exacte, Ahmed, du naufrage. La Tanzanie, en deuil, a commencé à enterrer ses morts 3 jours après le naufrage d'un ferry sur le lac Victoria qui a fait 218 morts selon un bilan encore provisoire. Le très lourd bilan 218 morts dépasse largement la capacité théorique qui n'était que 101 passagers, sans même compter que le 41 rescapés. L'enquête devra déterminer le nombre exact des personnes à bord du bateau au moment du drame, qui reste flou à ce stade. L'espoir de voir évoluer le nombre de rescapés est désormais quasi nul contre toute attente. Cependant, la machiniste a été extrait vivant à l'épave hier à la mi-journée, après avoir survécu pendant 2 jours dans un compartiment du navire encore rempli d'air, a indiqué un député local, Ahmed. Et en Grande-Bretagne, Samata, réunion donc en congrès, le Labour Party donc est poussé à sortir de l'ambiguïté sur le Brexit. Eh bien, Ahmed, le parti travailliste s'est réuni au Congrès aujourd'hui à Liverpool, en étoile de fond de Brexit militants et des syndicats réclamant qu'ils sortent à l'ambiguïté en soutenant officiellement un second référendum. Jusqu'à présent, le chef du principal parti d'opposition britannique, Jeremy Corbyn, qui ne porte pas particulièrement l'Union européenne dans son cœur, et a mollement fait campagne pour s'y maintenir lors du référendum de juin 2016, et a évité à ce sujet sensible sur lesquels il aimerait voir la première ministre plutôt conservatrice, Theresa May, se casser les dents. Mais 6 mois du départ du Royaume-Uni de l'Union européenne, la Confédération syndicat TUC des poids lourds du parti comme le maire de Londres, c'est-à-dire Khan, milite en faveur d'un second référendum afin que la population Ahmed britannique ait le dernier mot sur l'accord final négocié entre Londres et Bruxelles. Et nous allons parler humanitaire pour clore cette édition. Samatar, l'Aquarius, le bateau qui battait pavillon République Panama, court le risque de devenir un navire pirate. C'est déjà après une mission de sauvetage, Ahmed, que le navire humanitaire avait perdu son drapeau de Gibraltar. Le bateau ne respectait pas les procédures, Ahmed, juridiques internationales selon le Panama. Les autorités maritimes panaméennes précisent que la décision de retirer l'Aquarius, le pavillon du Panama, émane d'une plainte des autorités italiennes et migrants qui rapportent que le capitaine du navire a refusé de ramener les migrants et a refusé d'assister en mer en lieu d'origine. Le Panama rappelle également que le Gibraltar a retiré son pavillon à l'Aquarius, car celui-ci n'était pas autorisé en tant que bateau de sauvetage, mais bien en tant que navire océanographique. L'inscription Aquarius au registre panaméen vient tout juste d'être finalisée et elle finalement annulée. L'Aquarius, Ahmed, se trouve donc à nouveau sans pavillon. Merci Samatar pour toutes ces précisions. C'est la fin de ce journal. Nous vous souhaitons à toutes et à tous de passer une agréable soirée avec la suite de nos programmes télévisés.